comment avoir 20 sur 20 à l'entretien de Neoma. Oui, exact. Ça m'a aidé de fou. Avec une étudiante Zoé de Neoma. Exactement, Zoé, oui. T'as eu 20 d'ailleurs. J'ai eu 20, voilà. Donc comme quoi, finalement, les contenus Mister Prépa, faut peut-être les poncer plus que ce que vous les poncez. La première matinée du concours, j'étais vraiment la panique. Je comprenais pas ce qui se passe, alors que dans les DS, j'avais pas forcément peur. Mais là, je me disais, c'est une école, c'est vraiment le futur, c'est ta carrière, etc. Et ça me mettait vraiment des coups de pression. Par exemple, en moyenne de baccalauréat, j'ai eu 19,09. Sur 20. Sympa. Oui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui avec Khaola qui a fini première au concours Écricom, troisième à Neoma notamment. On va revenir un petit peu sur ton parcours qui est vraiment remarquable, ton intégration en école et surtout des conseils pour pouvoir exceller, réussir. Tu as eu notamment entre 19 et 20 à toutes les épreuves orales, que ce soit LV1, LV2 et aux entretiens de motivation. C'est juste incroyable et énorme. Donc on va revenir sur tout ça. Khaola, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, voilà, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui chez Mister Prépa? Ok, super. Donc je me présente, je m'appelle Khaola Meskini, j'ai 20 ans et j'ai fait 2 ans de classe préparatoire ECT au Maroc et là actuellement je suis en pré-master de Neoma Business School. Je suis également rédactrice chez Mister Prépa et Planète Grande École et je suis engagée dans 4 assos, dans 2 de Neoma, à savoir Enactus et Pitch, et j'ai hâte qu'on fasse cette interview. Magnifique. Et 2 associations étudiantes qui sont en dehors du spectre de Neoma, donc voilà, ça montre que tu as un profil engagé, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir, c'est vrai, en tant que rédactrice Mister Prépa. Une fois que vous avez fini votre grande école, nous on recrute plein d'étudiants sur Mister Prépa et ça fait franchement très plaisir. Khaola, plein de questions qu'on t'a préparées. On a aussi posé une boîte à questions sur Mister Prépa il y a quelques temps, parce que voilà, forcément, interroger, interviewer, rencontrer la première étudiante au concours, c'est quand même quelque chose. Et est-ce que tu peux nous dire, Khaola, lorsque tu étais au lycée, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à faire une classe préparatoire? En vérité, j'avais 3 choix devant moi. C'est soit faire une école de commerce marocaine, et donc avoir une licence et pas un master, soit faire la faculté et soit faire les classes préparatoires. Et du coup, le meilleur choix, c'était les classes préparatoires. Du coup, plusieurs personnes disent que la prépa, c'est difficile. La prépa, c'est vraiment fait que pour les gens qui bossent et tout. Et moi, je me suis dit... moi, j'aime le challenge. Je me suis dit, vas-y, je fonce et je fais les classes préparatoires. Magnifique. Et justement, au lycée, t'étais quel type d'étudiante un petit peu? Parce qu'il y a plusieurs profils. Il y a soit des personnes qui sont déjà des gros bosseurs, des personnes qui, au contraire, ont une marge de progression et ne savent pas trop bosser. Toi, t'étais... quoi en fait? Alors, t'étais quel type d'étudiante à ce moment-là? En fait, j'avais 2 profils au lycée. Au tronc commun, j'étais pas vraiment studieuse, pas vraiment bosseuse, parce que j'aimais pas en fait les matières, parce qu'on avait la physique, chimie, SVT, etc. Et c'était pas quelque chose qui me passionnait vraiment, donc je travaillais juste pour l'examen, mais pas vraiment, ça me passionnait pas. Et du coup, j'avais des notes, mais pas des bonnes notes. Voilà, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire économie en première année de baccalauréat. C'est ça, parce que rappelons-le, du coup, tu étais en voie technologique. C'est ça, oui. Ouais. En fait, au Maroc, c'est l'équivalent de STMG ici en France. C'est ça. Voilà, et ça m'a passionnée vraiment de fou. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à bosser, à avoir des... j'étais bosseuse. Première année, deuxième année bac, parce que j'aimais ce que j'étudiais en fait. Et Khaola, ça se traduisait comment justement en termes de notes au lycée? Par exemple, en moyenne de baccalauréat, j'ai eu 19,09 sur 20. Sympa. Oui. Heureusement que c'était sur 20. Et sinon, les notes, c'était bien, parce que j'aimais ce que j'étudiais en fait. C'était très passionnant. Et la transition lycée, classe prépa, c'était comment? Est-ce que tu as eu une claque, un déclic? Comment ça s'est passé, ça s'est traduit? Au début, c'était vraiment difficile, au point où on ne comprenait pas ce qui se passait. Tellement, la charge de travail, on ne comprenait vraiment pas. La charge, elle était hyper intense. Des DS chaque 2 semaines, les cours très, très chargés, etc. Mais petit à petit, on s'est adapté. Mais sinon, la transition, elle était vraiment difficile, plus ou moins difficile, parce que c'est pas les mêmes méthodes de travail, forcément. C'est pas les... voilà. Et surtout que j'imagine quand t'as 19,09 au bac et qu'après tu te prends des claques en première année de prépa, c'est peut-être dur niveau moral, non? Les notes en prépa. Ouais. C'était... Qu'on en parle, parce que les notes en prépa, franchement, moi je sais que c'était atroce. Pas mal, hein.
Ah, c'était pas mal. Ah, c'était pas mal. Ah, ok. Genre quoi? En fait, parce que nous, enfin les ECT, je pense, c'est pas la même chose que ECG, parce que nous, ce qu'on étudie en prépa, c'est ce qu'on a vu en première et deuxième année bac. Et ce qui s'ajoute, c'est vraiment juste des petits plus, si je peux dire ça. Et bah, sinon, c'était plus ou moins facile. Hein. Ok. Ouais. Bon, bah, dit comme ça, franchement, on dirait que la prépa, c'est bien, etc. Et du coup, toi, t'as plutôt bien vécu ta prépa. C'était dur, ouais, il y avait de la complexité. C'était dur, fallait vraiment bosser. Hein. C'était pas, ça venait pas comme ça facilement. Fallait vraiment bosser derrière. Mais t'avais des facilités, en fait, aussi. Je pense qu'il y a enfin, quand t'as 19 au bac, déjà, enfin, c'est... Et c'était quoi, un petit peu, ta méthode de travail? Comment tu bossais, justement, quand t'étais prépa? En prépa, et ce qu'on veut savoir, voilà, c'est un peu les conseils de la première année de prépa pour celle qui a fini première avec Ricom. Petite précision d'abord, en première année prépa, j'étais pas intéressée par les écoles de commerce françaises. Ok. J'avais pas une idée, forcément, je savais qu'il y avait des écoles de commerce et qu'à l'issue de la prépa, tu pouvais faire une école de commerce ici, mais je cherchais pas, je savais pas qu'il y avait écrit comme BCE, etc. C'est qu'en deuxième année prépa que je me suis intéressée à ça. Enfin, à la fin de ma première année prépa et début deuxième année prépa. Mais sinon, les cours, ça s'approche un peu. Enfin, c'est pas la même chose, certes, mais c'est les mêmes bases en tout cas. Et comment je préparais, en fait, première année, ce que je faisais, je sortais des cours à 18h30, je rentrais, voilà, je mangeais, je me reposais, etc. Et ce que je fais toujours, c'est que je révise ce que j'ai fait la journée. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment réviser ce qu'on a vu, comme ça, la mémoire... elle est toujours rafraîchie et je faisais des cas pratiques du cours qu'on a vu où je répétais les cas qu'on faisait en classe, etc. Et ça a aidé énormément. Surtout le fait de réviser ce qu'on a vu en classe, voilà. Et est-ce que tu avais un programme quotidien où tu disais, voilà, je vais faire 1 heure de LV1, 1 heure de LV2, je vais travailler un peu la CG, un peu les maths, où tu étais vraiment calqué uniquement sur le cours, enfin les cours que tu as eu le jour J? Oui, ça c'est pour ma première année prépa. Mais en deuxième année prépa, j'ai carrément changé la méthode. Je commençais à travailler par coefficient et par matière. Et donc, sur toute la semaine, je travaillais presque toutes les matières, sauf la culture générale et ma note. elle témoigne de ça, en fait. Ouais, on va afficher les notes après. Ouais. C'est vrai que malheureusement, tu as fait un perfect avec Ricom. Et voilà, c'est petit cours CG. La culture générale, c'est vraiment... C'était pas mon fort. Ouais, mais tu as bossé par... Et c'est intéressant ce que tu dis. C'est justement bosser par stratégie de coefficient. Et vu que la CG était moins rémunératrice sur les écoles que tu visais, en fait, finalement, c'était moins rentable. Ouais, c'est ça. Bon, faut pas nécessairement le faire. Mais c'est vrai que derrière, si tu as des notes, et en l'occurrence, les tiennes ont suivi avec entre 16 et 20 quasiment partout, franchement ça aide. Et comment ça s'est passé aussi la transition entre la première et la deuxième année de classe prépa, notamment au niveau des vacances, parce que c'est vrai que les vacances d'été, en tout cas selon moi, c'est un moment un peu game changer où en fait vraiment tu passes un cap. C'est à ce moment-là où tu prends toute la maturité de ta première année. C'est aussi un moment où tu vas justement rattraper le retard que tu as pu accumuler sur certaines matières, prendre de l'avance dans d'autres matières pour après être câblé sur la deuxième année et le concours. Comment tu as, on va dire, entrepris cette période de vacances? Du coup, à la fin de ma première année de prépa, j'ai commencé à m'intéresser au concours écrit comme BCE du coup. Là, la détermination et la motivation, c'était pendant cet été, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose, fallait vraiment bosser sur ces concours, parce que je bossais pas forcément sur ces concours. Parce que du coup, tu bossais sur quel concours à ce moment-là? Tu bossais sur le concours des écoles marocaines, c'est ça? En fait, moi, la faute que j'avais fait, c'est que je bossais pour la prépa. Et ça, vraiment, je conseille les préparationnaires, c'est vraiment pour les concours. C'est ça votre finalité, les DS, les examens, c'est vraiment... Enfin, c'est important, mais c'est pas aussi important que les concours. Donc, il faut bosser pour les concours, logiquement. Et moi, j'avais pas fait ça en première année de prépa. Je bossais vraiment que les cours. En été, j'ai commencé à m'intéresser aux concours, à voir l'épreuve, comment elles s'enchaînaient, etc. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait vraiment bosser les concours français en deuxième année. En fait, j'avais fait un stage entre ma première et deuxième année de prépa de 1 mois. Et du coup, il me restait que 2 mois. Et donc, juin, je me suis vraiment reposée. C'était le meilleur mois de ma vie, franchement, après l'effort de la prépa, etc. Et puis, juillet, j'ai passé du coup le stage. Et en août, enfin les 2 premières semaines de août, j'ai un peu révisé. Des petites révisions comme ça. Et voilà, en septembre, j'ai attaqué la deuxième année. Ah, donc on était très chill en fait, finalement. Très chill, ouais. Trop peut-être, non? Trop chill. Ouais. Est-ce que tu recommanderais avec du recul parce que d'un côté, ça te permet d'attaquer la deuxième année en étant vraiment
reposé, frais d'attaque, etc. Oui. Mais de l'autre, peut-être que tu as peut-être pris du retard ou tu n'as peut-être pas eu des bases assez solides, que tu n'as pas retravaillé sur un temps long. En fait, je peux comprendre ça, mais en fait, moi, en première année, j'avais vraiment bossé, genre. Je maîtrisais les bases, je maîtrisais les cours, fallait juste un petit rappel, en fait. Mais sinon, si vous n'avez pas travaillé forcément bien votre première année prépa, je vous conseille de prendre l'été comme une occasion de revoir les bases, de vous rappeler aussi, etc. Mais pour moi, non, en fait. Ouais, après, c'est assez subjectif. Voilà, c'est très subjectif à chaque personne. Ouais. Il y en a, comme tu le disais, qui vont faire des stages, faire des expériences, d'autres qui vont profiter de ça justement pour faire vraiment breaker avec la prépa, faire des vacances, etc. Moi, j'avais fait un hybride, je me rappelle. C'est-à-dire que j'avais un moment où je travaillais pendant un mois avec mon oncle dans les terres pour me dire, voilà, je vais pas faire ça plus tard. Au moins, ça me rappelait un petit peu, tête sur les épaules et c'était important là-dessus. Et après, je travaillais quasiment tous les jours, sauf 1 ou 2 semaines dans l'été. Mais je travaillais pas de manière très active. C'est-à-dire que moi, c'est ma théorie, en tout cas, tu vois, tu as le travail passif et actif. En gros, je faisais pas de l'apprentissage du par cœur, tu vois, qui nécessitait une concentration très forte, tu vois. C'est-à-dire que j'étais vraiment en mode, ok, je vais réviser, mais tranquille, tu vois, je vais regarder la télé, je vais regarder une série, etc. pour vraiment, faire des choses qui me permettent en fait d'entretenir, tu vois, d'avoir toujours un peu, comme en fait, pour moi, la prépa, tu vois, c'est sportif de haut niveau. Tu vas pas arrêter de faire du sport, mais tu vas le faire à moins haute intensité, et c'est un petit peu comme ça que j'avais traduit la chose. Mais après je pense que c'est une expérience l'été qui est game changer, mais après il faut se l'approprier en fonction de sa personne, de ses contraintes personnelles. Ouais. Donc après l'été, Raoula, vient cette deuxième année, comment tu l'as attaqué? C'était quoi un petit peu ton état d'esprit, ta physionomie? En fait, puisque j'avais vu déjà les concours en été, et là, en fait, c'était comme une claque. Réveille-toi, vraiment, c'est autre chose. C'est des trucs que tu n'as pas bossé forcément en première année. Et du coup, il y avait un peu de pression. Parce qu'en fait, je t'explique un truc. Nous, dans les prépas publics au Maroc, les profs, ils préparent pas forcément avec toi les cours français. Ils sont pas obligés de le faire. Et finalement, il y avait plusieurs matières où on devait travailler nous-mêmes, vraiment un travail autonome. Et le cours, tu dois trouver la théorie et tu dois faire de la pratique. Et ça me faisait monter un peu de pression. Pour nous, pour les personnes qui voulaient travailler, qui voulaient passer. Tu perdais du temps aussi. Ah ouais. À faire les recherches de ton côté, etc. Oui. Et en fait, justement, je me rappelle, j'ai regretté de ne pas avoir fait ça en première année. Par exemple, les cours de droit, j'avais que des cours de droit marocain. J'avais pas de cours de droit français, c'était vraiment pas la même chose. Les articles, c'est rien à voir. Les bases, ça change en fait. Et j'avais regretté de ne pas avoir fait ça en été, mais j'ai heureusement pu accumuler le retard tout au long de l'année. Okay. Mais sinon, ma deuxième année de prépa, il y avait un peu de pression, mais il y avait beaucoup, beaucoup de détermination, parce que je trouvais que c'était le meilleur rendu de la prépa que je pouvais faire. Voilà. Non, mais c'est hyper intéressant. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà des écoles en tête? Tu nous parles de là, du coup, des concours écrits comme BCE que tu découvres. Parce que il y a des écoles à ce moment-là auxquelles tu aspires, que tu souhaiterais intégrer à l'issue de ta prépa? En fait, je visais l'EDEC, pour dire vrai. J'aimais l'école, les programmes, etc. Mais oui, c'était l'EDEC. Mais finalement, j'ai pas pu la décrocher suite au concours. Je me suis arrêtée à Schema. Okay. Mais sinon... C'était EDEC à la base que tu avais un peu en ligne de mire. Oui. Et pourquoi l'EDEC spécifiquement? L'EDEC, elle est trop forte en finance. Et finance, c'est vraiment ce que je veux faire par la suite. C'est un truc qui m'attire, on va dire. Et l'EDEC, elle est forte en finance. Et je sais pas, l'EDEC, c'est comme si... c'est difficile d'expliquer, parce que quand je voyais les brochures, etc., c'est comme si c'était l'école parfaite pour moi. Ouais, beaucoup de Marocains, justement, aspirent à intégrer des écoles qui sont très calées, que ce soit en audit, en compta ou justement en finance sur ces thématiques. Donc, toi, c'était l'EDEC à ce moment-là. Ouais. Et justement, tu as réussi donc à te câbler un petit peu sur les exigences des concours français. Donc, du coup, vers la fin de ta deuxième année de classe prépa, c'est quoi un petit peu la philosophie que tu avais? Tu passes uniquement le concours écrit comme BCE pour intégrer les grandes écoles de management françaises? Est-ce que à ce moment-là, tu veux aussi intégrer ou passer les concours des écoles marocaines? C'était quoi les écoles que tu as présentées? J'ai tout fait. J'ai passé 4 concours. Ok. Ouais. J'ai passé 4 concours à la fin de ma prépa.
Sauf que je visais vraiment pas les écoles de commerce marocaines. C'était juste... C'était pour, on va dire, minimiser le risque, même si je savais intrinsèquement et intérieurement que j'allais vraiment pas faire une école de commerce marocaine. C'est mon choix. Tu les passes à quel moment, les concours marocains, par rapport aux écoles françaises? Alors, on passe écrit-com, on passe BCE, et puis on passe le premier concours écrit, qui s'appelle le CNAIM, voilà, pour ceux qui connaissent. Et le dernier, c'est ISCAE. Et D'accord. Tout ça, c'est entre... Mi-avril, ça commence pour écrit-com. Ouais. Et après, ça finit et juin, c'est le CNAIM. Et fin juin, c'est ISCAE. D'accord. Mais là, vraiment, je me rappelle vraiment pas des dates. Mais sinon, c'était... En fait, je me rappelle, il fallait revenir vite des oraux pour pouvoir passer les oraux des autres écoles. Et ça, c'était vraiment très... ça nous a mis un coup de pression. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai pas passé les deux écoles restantes d'écrit-com. C'était pour ça, en fait, j'avais l'obligation de revenir pour passer... c'est fou. C'était tendu. Du coup, tu as fait une course entre la France, le Maroc, entre des concours où tu devais te câbler en français pour les écoles françaises, en arabe pour les écoles marocaines. Donc, c'est double, même plus qu'une double difficulté là que tu as eu. En plus, les concours, c'est pas les mêmes. Bien sûr, les épreuves... c'est pas les mêmes, les oraux, c'est pas les mêmes. Et du coup, il fallait s'adapter... Mais là, je peux te dire que je regrette d'avoir fait ça parce que mon énergie, elle est partie juste comme ça. Peut-être que si j'avais focus sur les deux oraux, les deux concours français, j'allais peut-être avoir plus d'écoles et peut-être les decks. Mais bon. Et t'as pas voulu cuber alors? Non. Ok, non, mais on va revenir là-dessus. On revient un petit peu en arrière justement, quelques semaines avant le début des concours écrit-com. Il y a ce qu'on appelle la semaine de révision. Donc c'est en fonction des prépas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où en fait on est un petit peu libre, on a fini le programme de la prépa et on va se focus cette fois-ci, ça y est, sur l'échéance des concours. Et on va, pour ceux qui passent écrit-com, donc la grande majorité quand même, se mettre en période de révision, se faire des plannings, etc. Quelle stratégie, toi, tu as adoptée à ce moment-là, à 2-3 semaines de l'échéance du concours écrit-com? À 2 semaines près d'écrit-com, ce que je faisais, c'est que je prenais mes annales que j'avais travaillées. Et ce que je faisais, c'est que je mettais des notes à chaque réponse en regardant les rapports de jury et la correction. Et il y avait à chaque réponse où il y avait une faute ou quoi que ce soit, il y avait des petites notes. Et en fait, je revenais vers ces notes et je les retravaillais, je les relisais. Comme ça, je rafraîchissais ma mémoire quant aux fautes que je faisais aux annales. Et sinon, à part ça, il y avait mes fiches aussi, les fiches de cours que je faisais tout au long de l'année. Et je les relisais aussi mais vraiment juste rafraîchir la mémoire. Moi, ma stratégie, c'était de ne pas trop travailler. Comme ça, ma mémoire et mon cerveau, ils se reposent. C'était ça ma stratégie. Je voulais pas vraiment travailler à fond. Comme ça, le jour de l'examen, je suis sereine, je suis calme, pas trop de stress, etc. Et alors, comment ça s'est passé le début des concours écrit-com? Donc écrit-com qui est très rapide, hein, c'est 3 jours, on le rappelle. Ça ne va pas changer d'une année sur l'autre parce que les épreuves ne bougent pas. Mais du coup, comment ça s'est passé? Moi, je me rappelle en tout cas, petit disclaimer, mais au début, quand tu commences écrit-com, je me rappelle, c'était des maths. Généralement, ça commence par les maths chaque année. Ouais. J'ouvre le sujet, j'étais très bon en maths et je vois il y avait une matrice A carré à calculer. J'ai mis 10 minutes à calculer la matrice parce que j'étais en pression, tu vois, c'est le concours, t'as les gens autour de toi, des gens que tu connais pas et tout. Donc, je sais que c'est très flippant, bien que ça reste écrit comme entre guillemets et que certains le prennent comme un entraînement. Toi, c'était quoi un petit peu ta philosophie? Comment tu t'es attaqué au concours, ta première copie? Est-ce que tu t'en souviens? C'était comment? Ouais, en fait, c'était justement les maths. Et cette année, écrit-com, comme vous le savez, c'était trop lent. Par rapport aux dernières années et un peu plus difficile que les dernières années. Donc j'ouvre, déjà avant la première matinée du concours, j'étais vraiment la panique, je comprenais pas ce qui se passe alors que dans les DS, j'avais pas forcément peur mais là je me disais c'est une école, c'est vraiment le futur, c'est ta carrière, etc. Et ça me mettait vraiment des coups de pression.
Mais heureusement que j'étais avec ma copine. Et c'est d'ailleurs avec elle que j'ai fait le tour de France pour les oraux, etc. Et du coup, en fait, la pression, elle n'était pas trop forte quand on est avec ses copains, etc. Mais sinon, première épreuve, c'était justement les maths. J'ouvre les copies, je vois, et c'était trop long. Je me disais, mais... Tu sais pas par où commencer, quoi. Mais c'est fou. Et là, je me suis dit, faut vraiment pas perdre beaucoup de temps. Et j'ai pris le premier sujet, je commençais à rédiger. Et vraiment, la copie d'écrit comme j'ai pas posé le stylo tellement c'était long et j'ai pas fini. Mais c'était vraiment bien la première épreuve. Je suis sortie confiante et ça m'a donné confiance pour les prochaines épreuves. Mais donc, sinon, avant, c'était vraiment la panique totale. Alors que généralement, je stresse pas autant pour ça, en fait. Non, mais tout pareil. Je pense qu'en fait, quand voilà, là, ton cerveau, il comprend, tu vois, que ça y est, c'est écrit comme. D'ailleurs, tu sens la copie, tu sens que c'est une écrit comme, parce que les copies écrites comme, vous allez voir, franchement, il y a une odeur assez particulière. Oui. Mais tu vois que c'est écrit comme, et là, ça y est, tu vois, tu te dis, je pense, ok, là, c'est le concours, et en fait, tu te mets une pression qu'il faut que tu essayes d'enlever. Et je pense que le concours, pareil, j'ai une théorie, tu vois, c'est le 50-25-25. Sur le résultat final du concours, tu as 50% de préparation, c'est ton travail tout au long de l'année, etc. Tu as 25%, peut-être pas pour les maths, je pense que les maths, il n'y a pas de part de chance, en tout cas moins, mais sur le sujet qui tombe, c'est-à-dire voilà, tu as 25%, tu sais pas le sujet, si tu as révisé plus tel aspect, etc. J'ai vu ça, telle partie, tel chapitre, voilà, j'ai pas révisé les discrètes et c'est les probas discrètes qui tombent, etc. Et tu as 25% sur la correction, le paquet de copies, etc., enfin l'aléatoire. Donc après, ça y est, les maths, c'est fini, tu sors confiante, et là, une machine jusqu'à la fin. Les 5 autres épreuves écrites comme se sont passées comment? Est-ce que tu étais à l'aise par rapport au sujet ou autre? Oui. Parce que les sujets qu'on a passés, c'était des sujets que j'avais préparés. Et du coup, j'avais pas trop de difficultés. On peut discuter ça par matière, mais sinon, en gros, j'ai bien passé écrit comme. Avant de passer matière par matière et aussi dévoiler les notes qui sont juste incroyables que tu as eues, sauf en CG, on va y revenir aussi. La BCE, ça arrive quelques jours après. Ouais. Comment ça s'est passé le laps de temps entre Écricom et la BCE? Et ensuite, le concours BCE, est-ce que ça s'est aussi bien passé qu'Écricom? Non, BCE, j'étais un peu fatiguée. Parce que vraiment, le BCE, c'est long. C'est sur une semaine. Ça dépend des conceptions, si on passe une ou deux conceptions. Pour mon cas, j'ai passé une seule conception et c'était vraiment long. Et en plus, j'étais vraiment fatiguée avec les concours, avec Écricom, parce qu'en plus du stress, tu travailles à côté quand on revient le soir. Après les épreuves, il faut nécessairement, pour moi, juste pour me rassurée inconsciemment, je prenais mes fiches et je commençais à réviser pour l'épreuve de demain. Et du coup, il y avait le stress, la fatigue et tout ça. BCE, j'étais pas trop... En fait, c'est pas comme Écricom. Écricom, j'étais vraiment en pleine énergie, tranquille, voilà. Mais BCE, j'étais plus fatiguée, voilà. C'était pas aussi nickel que Écricom, j'avoue. Ouais, moins fluide et la fatigue, etc., commence à se faire ressentir. Mais c'est vrai que me rappelle, du coup, je passais arabe en LV1 et je me rappelle que tellement j'étais fatiguée, je pense que c'était sur le 3e jour, si je me rappelle bien, j'étais tellement fatiguée que mes yeux, j'avais envie de dormir. Et l'épreuve, elle m'aidait pas. L'épreuve était ennuyante. Pas stimulante, mais vraiment pas. Ouais. Et ça a ajouté de la fatigue. Et j'avais vraiment envie de dormir. Jamais j'ai ressenti ça dans une épreuve. Ah, mais c'est très intense. C'est pas physique, mais c'est un effort mental qui est fou, les concours. Et on fait que le dire, hein, on le dira tout le temps. Et toi, justement, t'étais team le soir, dès que je rentre chez moi, je check un petit peu, pour me rassurer, ajuster si besoin sur des matières. Et surtout me rafraîchir la mémoire, des petits mémos. Parce que, comme vous le savez, le programme de la prépa, c'est trop chargé. C'est vraiment un programme sur 2 ans. Donc, faut nécessairement revoir les petits mémos, les petites notes, juste pour se rafraîchir la mémoire. Les formules aussi. Par exemple, en maths, je devais checker l'informatique pour les scripts. Les scripts Python, etc. Donc, faut vraiment nécessairement voir se remémorer les choses avant l'épreuve.
la veille de l'épreuve. On a actuellement les notes qui s'affichent à l'écran, des très belles notes qui t'ont permis d'être très bien classé aux différentes écoles Écricom. Quels sont les conseils que tu as à nous donner matière par matière, et au contraire pour la CG justement où tu as moins performé, quelles sont les erreurs ici que tu as faites et que tu conseillerais aux étudiants de ne pas commettre pour justement pouvoir obtenir des bons résultats en culture générale. Donc on commence par les maths où tu as eu 18,89 ici. C'est quoi les conseils, les enseignements que tu as tirés un petit peu de tes 2 années de classe prépa? Alors les mathématiques, c'est vraiment de la pratique, et le fait de refaire les annales et de voir les rapports de jury, de voir les corrections, ça m'a énormément aidée. Et en plus, je faisais des cours particuliers avec un prof vraiment excellent qui m'aidait énormément, que ce soit sur le cours, que ce soit sur la pratique. Mais vraiment, les maths, ce que je vous conseille, c'est vraiment de pratiquer et de pratiquer, de refaire les annales, de voir les rapports de jury, etc. C'est ce qui m'a vraiment aidée. Et de comprendre surtout le cours, de voir les théorèmes, etc. Vraiment la pratique et comprendre le cours, ça, c'est les 2 conseils précieux en mathématiques. Éco-droit, 19-23. On adore, hein. Écricom, ils n'ont pas des notes très fixes, c'est 19-23. Ouais, d'accord, ok. Donc 19-23 en éco-droit, quel conseil pour réussir? Petite précision, moi je bossais pas l'économie pour commencer. Ça marche. Je bossais pas l'économie, c'était pas quelque chose que j'aimais forcément travailler. Et l'économie, c'est vraiment, je trouve que c'est lent, il y a trop de théories, trop de théoriciens, c'est pas quelque chose que j'aime. Et du coup, j'ai délaissé un peu l'économie. Ce que je faisais, c'est vraiment juste, je me focusais sur les théoriciens. C'était quoi leur courant et qu'est-ce qu'ils disaient dans chaque cours. Mais à part ça, et vraiment que des théoriciens, juste pour avoir une idée, pour pouvoir ajouter des petites lignes en réflexion argumentée. D'ailleurs, en réflexion argumentée à Écricom, j'avais pas élaboré la réflexion argumentée. J'avais vraiment fait que le plan. Enfin, j'avais fait l'intro, j'avais fait le plan et j'avais fait la conclusion. Mais ce qui m'a aidé vraiment à booster la note, c'était le droit. J'avais vraiment bossé le droit par contre. Et les autres épreuves Écricom, donc l'analyse d'arrêt, etc., comme vous le savez. Et voilà, c'était... Et le droit aussi, ça nécessite beaucoup... Et le cours, il faut apprendre le cours, pas forcément tous les articles, d'accord, mais il faut vraiment apprendre le cours, savoir de quoi ça parle, etc. Et sinon, il faut pratiquer sur les annales Écricom, parce que les thèmes, ça se répète. Les problématiques, les problématiques des problèmes de droit, ils se répètent d'année en année, presque les mêmes. Donc, il faut vraiment de la pratique, refaire les annales et voir les corrections. Les corrections, justement, sur Mister Prépa, elles m'aidaient énormément. Merci, ça fait plaisir. Elles m'aidaient énormément. Et voilà. Et la lecture des bonnes copies aussi, pour voir quelles sont les copies, justement, qu'on puisse distinguer, obtenir des belles notes. 19,7 sur la LV1 arabe, c'est une transition vers une très bonne note. T'as pas eu de 20 ici, mais 19,7, tu t'y es approché. Comment t'as réussi à vraiment surperformer ici en LV1? Alors déjà que l'arabe c'est ma langue maternelle, donc ça va, ça m'aidait, ce point-là il m'aidait vraiment énormément. J'essayais de voir thématique par thématique, de lire les chiffres, des chiffres, des statistiques, des informations générales pour pouvoir les mettre dans mon essai. Et ça aide beaucoup. Le correcteur, quand il voit que tu as une culture générale assez profonde, on va dire, sur une thématique donnée, ça booste ta note. Les correcteurs, ils aiment ça. Et sinon, c'est pour la traduction, je répétais vraiment c'est aussi de la pratique. Vraiment, je vais reprendre ça à chaque matière. La pratique, c'est même pas important, c'est obligatoire. Le vocab, ça va parce que, comme j'ai dit, c'est ma langue maternelle. Donc, le vocab, je l'avais. Mais sinon, pour les autres élevés, je vous conseille vraiment de faire des fiches de vocab. C'est important. Ça vous aide, en plus de vous aider pour les épreuves de traduction. Comme ça, vous comprenez de quoi ça parle en fait. Ça vous aide aussi en essai, pouvoir insérer des mots, etc. Hyper intéressant. Et quand tu disais que tu travailles par thématique, c'était par exemple les thématiques, le sport, l'environnement, etc. Ou alors plutôt tu bossais les différents pays justement du monde arabe? Non. Ou les deux? Non. Je bossais vraiment les thématiques, par exemple...
le problème de l'alphabétisation dans le monde arabe, les problèmes de chômage, le rôle de la femme, la place de la femme, etc. C'est vraiment ça les thématiques qui se répètent un peu. L'écologie aussi, où se positionne le monde arabe dans tout ce qui est écologie, etc. Et tu prenais différents exemples de pays. Donc là, notamment, c'est pour que les étudiants qui sont en LV allemand, espagnol ou d'autres langues peut-être plus rares aussi, comme l'italien, le portugais, le chinois, le russe, peuvent aussi transposer un petit peu ces conseils sur leurs différentes matières. Oui, donc je prenais justement, par exemple, tu trouves le taux d'alphabétisation en Tunisie, c'est pas le même qu'au Maroc, c'est pas le même qu'en Égypte. Et du coup, je faisais des petites fiches, mais vraiment, c'était trop court. Je faisais pas de longues fiches. Comme ça, j'arrivais à prendre les statistiques. Je prenais vraiment que les chiffres et les informations importantes, etc. Ok, non, mais très clair. 15-14 en anglais, donc qui est franchement une plutôt bonne note, puisqu'on sait qu'en langue, c'est assez dur d'aller chercher des bonnes notes. Donc 15-14, voilà, très correct pour une LV2. Ici, des conseils particuliers pour performer? Sinon, pour l'anglais, j'avais fait la faute de ne pas bosser trop l'anglais. Mais sinon, ce que je faisais, c'est... j'ai attendu jusqu'à février-mars. De la deuxième année? De la deuxième année. Pour commencer à dire, ah ok, il y a de l'anglais au concours, super. Ah non, pas à ce point, mais vraiment l'actualité du monde britanno-américain, etc. C'était vraiment fin février. Et là, c'est vraiment une faute, je ne vous conseille pas de faire ça. Mais c'est là où j'ai commencé à faire des petites fiches, justement, même chose, statistiques, pays. Et je me suis abonnée à un journal américain. Et c'est là où j'arrivais à avoir l'actualité, etc. Mais sinon, il fallait bosser un peu l'anglais aussi. Donc c'est peut-être ça qui justifie, entre guillemets, ta moins bonne performance, même si voilà, elle est à mettre avec des guillemets, parce que 15-14, ça reste quand même... Parce que, en fait, j'avais pas une culture générale assez riche sur le monde, sur les Amériques, sur l'Angleterre, etc. Donc, j'arrivais pas à élaborer mon essai. Je faisais vraiment des trucs très terre à terre, quoi. Ok, non mais c'est très clair. Ça nous amène vers le management, où tu as obtenu la note de 17, donc plutôt bonne performance ici. Pour le management gestion, c'est une matière que j'aimais énormément et que je bossais plus que les autres matières. Ce que je vous conseille de faire pour excellent management gestion, c'est d'apprendre les définitions de chaque théoricien et peut-être ajouter le livre où il a écrit ces définitions. Ça booste énormément la note. Par exemple, avant de parler des avantages concurrentiels de l'entreprise X, essayer de définir d'abord ce qu'est un avantage concurrentiel par porteur, où il a écrit dans le livre tel et tel, et enchaîner. C'est ça la clé pour booster votre note en management de gestion. C'est le théoricien et sa définition sur le concept que tu vas élaborer. Et sinon, la pratique aussi. Parce qu'au début, j'arrivais pas, surtout pour l'épreuve de la BCE, et j'ai eu 18 en BCE et 17 en écrit-com en management de gestion. Mais sinon, pour la BCE ou même écrit-com, j'arrivais pas à finir l'épreuve. Enfin, au début de ma deuxième année, j'arrivais pas à finir l'épreuve en 4 heures ou en 2 heures. Parce que l'épreuve de management de gestion, c'est vraiment lent. Mais sinon, ce qu'il faut faire, c'est vraiment c'est la pratique de refaire les annales et d'essayer de finir l'épreuve en 4 heures. Et je pense que de septembre à avril, c'est faisable, c'est vraiment faisable. Même à la fin, j'arrivais même à ajouter un commentaire personnel à la fin. Il me restait un peu une marge de 5 minutes en concours BCE pour ajouter un petit commentaire personnel qui va rassembler tous les dossiers. Et ça, le correcteur, quand il voit ça, il est heureux. Il se dit que voilà, ce candidat, il a pris le temps pour élaborer un petit commentaire, etc. Et c'est ça, c'est les copies, les bonnes copies aussi, j'ai vu ça sur plusieurs bonnes copies, les commentaires perso, voilà. Ok, hyper intéressant. Et là, pour finir sur cet aspect-là, sujet qui fâche, 7,11 en culture G. Finalement, mauvaise note qui a relativisé, dans le sens où en fait, la part dans les concours, le coefficient est dérisoire pour les différentes écoles ici. Donc finalement, à relativiser quand on vient de prépa ECT, mais c'est quoi un petit peu les erreurs que tu as pu commettre, si ce n'est d'avoir un peu négligé, moins travaillé cette matière? En fait, simplement, je n'ai pas pratiqué, je dissertais pas.
Et je me focusais plus sur le cours, ce qu'a dit je sais pas qui, ce qu'a dit vraiment, je faisais des fiches, je mettais beaucoup d'énergie, mais j'investissais de mon énergie dans quelque chose qui n'était pas rentable en fait. Et parce que je pratiquais pas à côté, je faisais pas des dissertations, c'était vraiment que les fiches, la théorie, et la pratique vraiment, peut-être sur toute mon année de prépa. En deuxième année, j'avais fait 5 peut-être, ou peut-être moins. 5 ou 4 disserts. C'est critique, et ça explique la note. Ok, donc je comprends bien, ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Et après, derrière, c'est vrai que si tu arrives pas à argumenter, qu'en fait juste tu juxtaposes finalement des idées, des théories, des concepts philosophiques, c'est pas forcément valorisé. Et les profs et le jury justement n'aiment pas trop ça. Donc on le comprend que tu l'as délaissé, au vu des très bonnes notes que tu as eu à côté, mais... Erreur donc à ne pas faire, vraiment bien s'entraîner ici, c'est l'enseignement un petit peu que tu as tiré. Ouais. Et effectivement. Donc ensuite, une fois les concours écrits comme BCE terminés, donc tu nous as dit que tu as passé les concours marocains, mais tu as surtout passé les épreuves orales des écoles françaises, tu as obtenu des notes de fou, c'est incroyable, 19 et 20. Et justement, comment tu as travaillé pendant tes 2 années de prépa pour obtenir des notes aussi élevées, les top notes en fait finalement au concours? Alors, c'était surtout pendant ma 2e année de prépa. Et en décembre, vraiment je me rappelle bien, en décembre, on a commencé à faire des simulations avec nos profs. Mais vraiment, une fois sur 2 semaines ou une fois sur 3 semaines. C'est qu'en février que les simulations ont vraiment commencé. Mais sinon... Le premier conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut vraiment booster ses notes aux oraux, c'est de se connaître soi-même. C'était un point primordial et très très important pour moi. Donc apprendre à se connaître, se poser des questions. Qui suis-je? Mais vraiment se la poser et commencer à se remémorer ce qu'on a fait, nos qualités, nos défauts. Vraiment se connaître. Faire un travail d'introspection de soi. Ouais. Ouais. Et moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est en fait, je demandais aux membres de ma famille et à mes potes, et je leur disais, donnez-moi comment vous me voyez en fait, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, les trucs à améliorer, etc. Et là, vraiment, j'arrivais à me connaître plus et du coup, ça m'aidait à me présenter mieux devant le jury, devant le professeur au début. Donc ça, c'était le premier point, l'introspection. Deuxièmement, les simulations, ça c'est vraiment très très important. Au début, on faisait ça entre nous, entre copains, copines. C'est hyper intéressant parce que c'est pas le cas de tout le monde justement. Donc toi, très tôt quand même, tu disais 2 à 3, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, c'est quand même un rythme assez intense. Ça, c'est vraiment en février. D'accord, ok, ouais. Et avant, c'était à quelle fréquence? Au début, c'était avec mon prof de management de gestion. Si vous passez par là, vraiment un grand merci. Parce que les simulations qu'il nous faisait passer, c'était très enrichissant. Il nous donnait des comptes rendus à la fin, quoi améliorer, etc. Aussi, avec ma prof de culture générale. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer tôt. Donc moi, je vous dis que décembre, je commençais à voir les petites vidéos. D'ailleurs, la vidéo que tu avais faite avec comment avoir 20 sur 20 à l'entretien de Neoma. Oui, exact. Ça m'a aidé de fou, avec vraiment. Une étudiante Zoé de Neoma. Exactement, ouais. Zoé, oui. T'as eu 20 d'ailleurs. J'ai eu 20, voilà. Donc comme quoi, finalement, les contenus Histoire Prépa, faut peut-être les poncer plus que ce que vous les poncez. Bon, je pense déjà, si vous êtes à la vidéo, si vous êtes à ce stade de la vidéo, c'est très bien, il faut continuer à faire ce travail-là parce que c'est un travail de qualité. Nous, on bosse main dans la main avec les écoles, faut le savoir. Et après, pour ma part, tu vois, je suis jury, que ce soit à Neoma, AMBS, AKEJ, dans beaucoup d'écoles. Donc finalement, on a des conseils inside de jury. Bon, après aussi, on est passé par là, donc on sait ce que c'est. Et finalement, après, on échange, tu vois, avec des étudiants qui ont réussi comme toi, donc ça permet finalement de avoir pas mal de conseils, de tips qui font la différence. Bref, je te coupe, désolé, mais je te laisse continuer. Donc la pratique, le fait de faire des simulations avec vos professeurs, même l'école, ça a aidé en fait, parce que tu parles. Ouais. Faut pas les négliger l'école. Ouais, ouais. Et le plus important, c'est vraiment de s'entraîner régulièrement avec vos profs ou même avec vos potes. Ça, c'est très sympa. Avec ChatGPT maintenant, on peut le faire aussi. Ah ouais, ChatGPT aussi, ça m'a J'ai pas connu ça à mon époque, j'ai l'impression d'être vieux. Ouais, non, ça aide bien. Ah non, mais ça aide bien. En tout cas, notamment faire ce travail d'introspection, etc. Et après, ce travail sur les écoles, c'est aussi le second travail, je pense, qu'il faut avoir. C'est justement
quelles sont les épreuves que je vais avoir, parce que chaque école a des épreuves spécifiques. Cage, par exemple, tu as passé à le révélateur. Neoma a son questionnaire. Enfin, finalement, chaque école a une méthode et finalement des critères qui sont distincts. Et aussi, finalement, bien connaître l'école, parce que tu vas aussi avoir des questions sur le lien entre toi, ton projet pro, l'école, ton projet même qu'il soit académique, associatif, ton projet au sens plus global que uniquement pro. Et toi, comment tu as fait ce travail de 1, quelles sont les épreuves, 2, quelles sont finalement les forces, les singularités de chacune des écoles? Je faisais des fiches. Okay. Sur ce point aussi, je faisais des fiches. Donc, je prenais par exemple Neoma. Je mettais Neoma en haut de la fiche. Et c'est les brochures des écoles qui aident. Ne vous perdez pas sur Internet. Il y a plein de trucs, plein d'informations. Donc, prenez la brochure. Informez-vous sur les parcours, les valeurs de l'école, ce qui rend l'école différente des autres écoles, les points forts de l'école. Faut bien sûr savoir les campus, par exemple, les informations basiques sur l'école, il faut savoir ça aussi. Juste pour montrer au jury que tu es intéressé par l'école, que c'est quelque chose qui... Derrière, il faut montrer que derrière, tu as fait un travail personnel. Voilà. Ouais, montrer que tu portes en fait de l'intérêt à l'école. Pour rappel, encore une fois, le jury, et on s'efforce de le dire, mais le jury est bénévole, on n'est pas payé quand on est jury, quand on vient dans l'école, etc. Donc on est là vraiment pour passer un bon moment, pour échanger, etc. Et rien de pire qu'un jury, voilà, moi je sais que par exemple, une fois j'étais jury à BSB, donc Burgundy School of Business, et j'ai un étudiant qui me dit « Ah, je suis très heureux d'être aujourd'hui à BBS ». Ben non, BBS c'est Brest Business School, tu vois. Du coup, ça montre, peut-être que c'est du stress ou autre, ou pareil, une fois à l'EDEC, un étudiant qui dit « Bon, je suis très content d'être à l'ESSEC ». Bon, l'erreur, elle arrive très régulièrement, mais bon, c'est mieux dans ce sens-là. Bref, comment ça se passe une fois que tu vois tes résultats d'admissibilité? Parce que y a un double enjeu pour toi. Premièrement, c'est prendre rendez-vous pour les oraux. Et on sait qu'il y a un shotgun, que c'est très rapide, que les dates, voilà, elles partent comme des petits pains. Et deuxièmement, comment s'organiser pour venir en France? Surtout que toi, tu avais la contrainte en parallèle des concours marocains qui t'attendaient aussi quelques semaines après. Moi, je me rappelle que lorsque je passais un oral au Maroc, j'ai eu mes résultats d'admissibilité. Dans la salle d'attente, j'ai vu donc ça se chevauchait, mais vraiment de fou. Okay. Donc tu avais les concours pour resituer. Tu étais en train de passer des oraux d'une première banque d'épreuves de premières écoles marocaines. Ouais. Ensuite, tu recevais à ce moment-là tes résultats d'admissibilité écrits comme BCE, donc pour les écoles françaises. Et après, tu avais encore, quelques semaines après, d'autres oraux à passer pour des écoles marocaines. Il me restait un seul oral d'une école marocaine. Donc il t'obligeait quand même à revenir. Effectivement. Et t'as pas voulu faire le choix de dire non, stop, c'est bon, finalement je la passe pas Je voulais faire ça, mais mes parents à côté me disaient vraiment... Mais ils avaient raison en fait. C'est important de minimiser le risque, de répartir surtout le risque de ne pas avoir une école, même si moi, intrinsèquement, j'étais sûre et certaine que j'allais avoir une école de commerce ici en France quand même. Au vu des résultats déjà, aux écrits, déjà à la base, tu partais avec un postulat de départ qui était fou. Oui, en plus de ça, donc, mais voilà... Donc tu as voulu passer moins d'écoles et répartir sur différentes banques pour te dire voilà, je mets pas mes œufs dans le même panier pour diversifier. C'est ça. C'est la phrase que répétait mon père. Ah, magnifique. Oui, mais sinon, le problème du dernier oral marocain, c'est qu'il n'était pas flexible. C'était sur une seule journée. On n'avait pas le droit de le shotgun sur un jour qu'on voulait. Et du coup, il fallait revenir. Et je me rappelle, j'ai fait 10 jours ici en France pour passer les trois écoles Écricom et pour passer Grenoble et Schema. Waouh, c'est sport. Hein. Et comment tu as construit ton Tour de France? Parce que tu as quand même passé 5 écoles, ça fait beaucoup d'écoles à passer. Comment tu les as réparties sur les 10 jours? Alors, on est arrivé le 10 juin. D'accord. Ici en France. Et puis le 12, ici à Paris en fait, le 11... fallait partir à Montpellier pour que le 12, on passe MBS. Et nous, la stratégie, c'était de commencer avec les écoles qu'on ne visait pas vraiment. D'accord. Et de finir avec les écoles qu'on visait. Et ce qui a fait que on a fait un tour vraiment n'importe quoi. Donc, tu n'étais pas géographiquement pas similaire. Du tout. Okay. Vraiment, quand on a vu la carte par la suite, c'était un charabia comme ça, une signature, je sais pas. C'était vraiment n'importe quoi. Mais en fait, c'était stratégique pour nous. En fait, on prenait les premières écoles comme des entraînements. D'accord. Et
pour qu'au final, l'école qu'on vise, on la passe vraiment dans les meilleures conditions, quoi. Ouais, moi, ma strat, tu vois, c'était de faire un peu une courbe de gosse, quoi. C'est-à-dire, d'abord, je passe celle que je veux pas. Celles que je veux absolument, je les mets au milieu parce que c'est à mon pic. Et à la fin, je suis fatigué, donc je passe des écoles que je veux pas. Mais la dernière, je sais que j'avais passé l'EDEC en dernier parce que je me suis dit, voilà, c'est une école que je veux, tu vois, pour garder vraiment cette motivation de me dire, voilà, je passe l'école que je voulais à ce moment-là, c'était l'EM, que j'ai passé pile au milieu de mon Tour de France. Et la deuxième école que je voulais à fond, c'était l'EDEC, que j'ai gardé à la fin. Mais après, encore une fois, chacun a sa strat en fonction, voilà, il y en a qui raisonnent différemment. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de l'être humain. Donc, tu commences par MBS et ensuite tu fais quoi comme école? Ensuite, je fais Kedge, donc de Montpellier. Oh, ça va, c'est à côté. Ouais, c'est un peu à côté. Mais après, je pars direction Grenoble. Ouais, ok. Et après... Trest Neoma Esquema. Ouais, après Reims. Et après Reims, Lille. D'accord, ce qui est pas trop déconnant finalement, ça va. En fait, ça faisait 5 heures de route, on était fatigués. Ça fait un petit U, ouais, ok, non mais je vois, ok. Donc ouais, surtout, en fait, ce qui est, je pense, le plus fatigant, c'est que vous avez enchaîné sur un laps de temps qui était hyper restreint, 10 jours, et après, même pour aller de Grenoble à Reims, c'est pas le plus optimal, donc tout est centralisé un peu à Paris, donc ok, non mais je vois très bien. Une fois les épreuves orales, donc françaises terminées, tu retournes au Maroc pour passer la dernière école marocaine, et quelques jours, semaines après, il y a les résultats d'admission et le fameux SIGEM. Comment tu as raisonné ici donc, entre les résultats des écoles marocaines, les résultats des écoles françaises, et après, plus spécifiquement sur les écoles françaises, qu'est-ce qui t'a fait choisir Neoma au SIGEM? J'avoue que j'étais pas très matrixée par les classements. Ouais. Et je vous invite vraiment aussi à ne pas l'être. Parce que le choix de l'école, c'est un choix personnel, un choix subjectif. J'étais admise à Schema, Neoma, Grenoble, Kedge. Partout quoi. Là, partout où t'as sauf les decks, partout sauf les decks. Et j'ai classé Neoma en premier, c'est un choix du cœur. Tu t'as kiffé tes oraux là-bas Ouais, j'ai fait mes oraux à Reims et c'était l'ambiance la plus folle de toutes les écoles de commerce. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi l'école quand même. Okay. Y a les parcours que propose Neoma et le réseau alumni, il y avait plein d'éléments en fait que j'ai regroupés et je me suis dit que Neoma ça vaut la peine plus que les autres écoles et je l'ai placé en première position sur le SIGEM. À quelques mois que tu es à Neoma, comment ça s'est passé la transition de la prépa à l'école? Et voilà, raconte-nous un petit peu tes premiers pas à Neoma là pour cette fin d'interview, pour motiver les prépas qui nous regardent, qu'ils aillent charbonner à fond là, après la vidéo. Alors, vraiment, ça vaut la peine. Franchement, je suis très très heureuse. Il n'y a plus cette charge de travail. Là, on est plus focus sur nous, sur nos soft skills, etc. Et en fait, il y a plus ce côté académique où pour exceller, tu dois bosser. Mais vraiment, pour exceller, il faut que tu construises ton réseau, il faut que tu te focuses sur ta carrière. Et Neoma, ça aide énormément les cours qu'elle propose, les séminaires qu'elle fait, les tables rondes, etc. C'est très enrichissant en termes de développement carrière, de développement pro. Et ça, c'est super important, je trouve. Donc, il y a plus de côté académique. Vraiment, la prépa, c'est fini. Les cours, c'est plus... Voilà, il n'y a plus de charge, en fait. Sinon, et je suis engagée, là, je sens que je vis, encore une fois. Je suis engagée dans 4 assos. Il y a des missions dans chaque asso. Donc, c'est très engageant. On sent qu'on fait quelque chose dans notre vie, et, à part étudier, quoi. Et ça, c'est super sympa. Tu es proactive et voilà, tu fais plein de choses que l'école met à dispo et même toi, tu vas chercher des choses en plus à côté pour vraiment être stimulé et engranger un max d'expérience, quoi. Effectivement, oui. C'est top. Et après Neoma, t'aspires à quoi? Joker. Là, si je peux pas dire, mais il y a un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est la finance. Plus particulièrement corpo, donc finance d'entreprise. Il y a 2 mois, c'était finance de marché. Et là, c'est finance d'entreprise. Et qu'est-ce qui t'a fait pivoter En fait, il y a une asso à Neoma qui s'appelle NFC. Et j'avais passé le test écrit. Et en fait, dans le test écrit, il y avait justement des trucs sur la corpo. Et je savais pas, en fait. J'avais pas assez d'infos sur la finance d'entreprise. Et là, en lisant ce PDF...
Ça a totalement changé ma perspective. Je me suis retrouvée dedans, quoi. C'est des choses que j'aime, c'est des choses que j'ai étudiées justement en gestion management, etc. Et je trouve que je pourrais exceller dans ce domaine et surtout être heureuse dans mon job. Si je fais finance d'entreprise, voilà. On te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Raoula d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci voilà, pour cette belle interview, ces beaux conseils. Pour rappel, Raoula, première au concours Écricom, notamment à MBS, à Cage, 3e à Neoma, enfin une performance qui est remarquable avec des notes astronomiques. Mille merci et vous pouvez retrouver Raoula sur Mister Prépa qui fait des articles de qualité sur plein de grandes écoles également. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et on se retrouve très vite sur Mister Prépa. Merci Raoula. Merci Dorian.